2 millions de paons libérés dans le désert. Pas dans des jardins, ni dans des eaux, mais au cœur brûlant du Sahel. Lorsque Ibrahim Traoré annonça l'opération Mirage du Paon au début de 2025, beaucoup rirent. Un soldat devenu président préférant la mise en scène à la science. Un spectacle aux allures de défi rationnel. Et si la couleur pouvait soigner la terre? Si chaque plume devenait un instrument climatique, un prisme vivant capable de réfracter la lumière, d'attirer l'humidité et de réécrire, lentement mais sûrement, l'avenir d'un continent? Quand l'opération Mirage du Paon fut annoncée, beaucoup y virent une extravagance tropicale, une illusion de grandeur peinte sur du sable. Pourtant, derrière l'image spectaculaire, Ibrahim Traoré avait formulé une idée précise: réinventer la manière dont l'Afrique dialogue avec son propre climat. L'objectif n'était pas de libérer des oiseaux, mais de tester une hypothèse radicale: que la couleur, utilisée comme vecteur biophysique, pouvait influencer la température du sol et l'humidité de l'air. Si l'expérience fonctionnait, elle offrirait au Sahel un outil inédit contre la désertification, sans machine, sans dette, sans dépendance extérieure. C'est ce pari que le gouvernement burkinabé présenta au monde. Un programme de mémoire du sol, où la science locale fusionnerait avec l'intuition culturelle. Les sceptiques rirent. Les partisans virent dans cette audace une renaissance écologique et politique. Car si la beauté pouvait devenir un instrument de survie, alors la survie elle-même pouvait devenir un acte de souveraineté. Dès la première semaine, les satellites de la NASA enregistrèrent une anomalie. Une baisse moyenne d'1 degré sur plusieurs zones du Sahel traversées par les oiseaux. La corrélation semblait faible, mais elle existait. Cette révélation, discrète, changea le ton du récit. Ce qui paraissait une fantaisie présidentielle prenait soudain l'allure d'une hypothèse mesurable. Dans les hangars improvisés près de Dori, des centaines de techniciens burkinabés s'affairaient autour de cages peintes en vert et or. Chaque paon portait une minuscule capsule de nutriments microbiens, un capteur thermique et une balise GPS. Le projet, baptisé Light Ecology, s'étalait sur 5 ans. Comprendre comment la réfraction lumineuse pouvait modifier le comportement de l'air au-dessus du sable. Ibrahim Traoré n'avait jamais promis de miracle. Il parlait d'une écologie de la dignité, où la beauté servirait d'instrument de survie. Les scientifiques locaux mesuraient les premières variations d'humidité. Dans certaines zones, l'hygrométrie augmenta de 9%. Pour les ingénieurs, cela restait modeste. Pour les paysans, c'était une promesse tangible. Car depuis 20 ans, aucune rosée ne s'était déposée sur les feuilles du Sahel. Les enfants couraient derrière les vols de paons, criant que le drapeau vole à nouveau. Cette émotion populaire devint le moteur politique du projet. À Ouagadougou, l'opposition dénonçait une propagande verte. Les experts occidentaux parlaient de optimisme inscientifique. Mais derrière les sarcasmes, les données s'accumulaient. Chute thermique, humidité accrue, micro-perturbations dans la direction des vents. L'équipe d'ingénieurs notait, avec prudence, que les zones survolées semblaient retenir la fraîcheur nocturne plus longtemps que les autres. Ainsi, la mirage cessait d'être illusion. Il devenait expérience, puis phénomène. Et peut-être, dans ce glissement silencieux, résidait le vrai pari d'Ibrahim Traoré. Faire passer l'Afrique du symbole à la mesure, de la croyance à la preuve. Au nord de Gorom-Gorom, un jeune ingénieur nommé Salif Ouedraogo fut l'un des premiers à constater le changement. Il observait les paons depuis une station de suivi installée sur les dunes. 3 semaines après le lancement, ses capteurs affichaient un taux d'humidité doublé et une température au sol abaissée de près d'1,5 degré. Pour lui, ce n'était pas un hasard. La lumière, disait-il, commence à se comporter comme une graine. Les habitants, eux, remarquaient autre chose.
Les nuits devenaient plus douces, le sable piquait moins la peau. Dans certaines zones, les enfants disaient que le vent sentait l'eau. Ces détails semblaient anecdotiques, mais pour Ibrahim Traoré, ils constituaient la première validation populaire du projet. Ce n'était plus une question de météo, mais de mémoire collective. Le désert commençait à se souvenir de la pluie. Les sceptiques restaient nombreux, assureux. Certains biologistes craignaient que les paons perturbent la faune locale. D'autres parlaient de manipulation symbolique, de nationalisme écologique. Pourtant, le président refusait la confrontation. L'Afrique, expliquait-il, n'a pas besoin de défendre sa science. Elle doit simplement la pratiquer. Cette phrase, reprise sur les murs des universités, inspira toute une génération d'étudiants et d'agronomes. Pendant que les débats enflammaient les réseaux, les équipes sur le terrain poursuivaient leurs mesures. Les premières pousses de mil apparurent dans les couloirs survolés par les oiseaux. Elles tenaient à peine quelques centimètres, mais suffisaient à changer la conversation. Et si la couleur pouvait réellement transformer le climat, c'est ici que l'histoire cessa d'être un spectacle pour devenir une hypothèse politique mesurable. Tout commença par un matin de silence inhabituel. Les capteurs du ministère de la Transition écologique n'affichaient plus rien. 12 000 signaux, éteints en 48 heures. Les techniciens crurent d'abord à une panne. Puis, ils virent la carte. Une traînée de points disparus, étirée vers l'ouest, au-delà des frontières du Burkina Faso. Les journaux parlèrent de fuite. Les opposants évoquèrent une catastrophe écologique. Mais dans le bureau présidentiel, Ibrahim Traoré resta impassible. « Même le vent doit choisir où porter la couleur », déclara-t-il à la télévision nationale. Une phrase ambiguë, perçue tantôt comme aveu, tantôt comme défi. Pendant 3 jours, le pays retint son souffle. À l'Observatoire national de Ouagadougou, les écrans restaient figés. Aucun signal. Puis vinrent les images. Des satellites européens captèrent une formation mouvante, brillante, ondulant au-dessus des dunes de Mauritanie. Elle ressemblait à un fleuve métallique, s'enfonçant dans le désert. Les analystes confirmèrent. La densité correspondait exactement aux oiseaux disparus. Les hypothèses se multiplièrent. Tempête de sable, migration instinctive, dérive thermique. Pourtant, rien n'expliquait l'ordre du mouvement. Chaque vol suivait un tracé précis, comme s'il répondait à une commande invisible. Les données infrarouges montraient une bande d'air plus fraîche, longue de plusieurs centaines de kilomètres. Là où passaient les paons, la température chutait, la brume se formait. Le 4e jour, les premiers nuages apparurent, minces, argentés, presque timides. Les radars météo enregistrèrent des anomalies de pression. À Néma, en Mauritanie, il plut pendant 12 minutes. 12 minutes seulement, mais c'était la première pluie depuis 6 ans. L'événement fit le tour du monde. Le Monde titra « La pluie suit les oiseaux d'Ibrahim Traoré ». CNN parla de coïncidence atmosphérique. D'autres évoquèrent un miracle. Dans les villages du Sahel, on célébra différemment. Les anciens se souvenaient d'un vieux proverbe. Quand les couleurs marchent vers l'ouest, la pluie marche derrière elles. Les femmes chantaient, les enfants sortaient sous l'eau. Dans leurs regards, la science et la légende s'étaient réconciliées. Au même moment, mais les chiffres s'accumulaient. Plus de 9% d'humidité dans certaines zones. 27 degrés de moyenne au sol. Des reflets d'azur visibles à 200 km. Des phénomènes que nul modèle ne prédisait. Les chercheurs burkinabés n'osaient y croire. Pourtant, les données ne mentaient pas. Les premières pousses de mil apparurent dans les couloirs des oiseaux, là où les pluies avaient touché le sable. Ibrahim Traoré refusa tout triomphalisme. « Nous ne cherchons pas à prouver, disait-il, mais à rappeler. Bepambisi, Asni, rappeler que la science africaine n'est pas imitation, mais mémoire en mouvement. » Les sceptiques restaient nombreux, mais le vent avait tourné. L'amirage du paon était passé du mythe au modèle, et ce jour-là, pour la première fois, le désert
parut respirer. Les premières données complètes furent publiées discrètement sous la forme d'un rapport interne de 90 pages. Le document, signé par le ministère de la Transition écologique, confirmait « Dans les zones survolées par les oiseaux, la température moyenne avait baissé de 1,7 degrés. L'humidité relative avait augmenté de 9% et les précipitations sporadiques atteignaient 12 minutes de durée cumulée. 3 chiffres modestes, mais suffisants pour bouleverser tout un paradigme. » Les chercheurs burkinabés soulignaient que ces variations ne pouvaient pas être attribuées à des coïncidences locales. Les cartes satellites de la NASA et du programme européen Copernicus montraient les mêmes couloirs d'air, identiques aux trajectoires des paons. Chaque plume agit comme un miroir, expliquait la biologiste Rokia Sangaré. Et chaque miroir réécrit la conversation entre le sol et le ciel. Cette convergence de mesures fit vaciller les critiques. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré ordonna la vérification croisée des capteurs pour éviter toute accusation de manipulation. Les équipes universitaires confirmèrent. Les instruments n'avaient subi aucune altération. Mieux, la moyenne nocturne de rayonnement infrarouge avait diminué de 4,2%. Le désert, littéralement, rayonnait moins de chaleur. Pour la première fois, la théorie de l'optique vivante devenait une équation. Les scientifiques décrivaient un mécanisme simple. Les microcristaux des plumes diffractaient la lumière, abaissant localement l'énergie thermique et condensant la vapeur d'eau. Une fraction d'humidité suffisante pour générer un point de rosée, une goutte, une graine d'espoir. Les médias étrangers réagirent avec prudence. Le Monde parla d'anomalie. The Guardian évoqua un phénomène à surveiller. Mais en Afrique, la perception changeait déjà. Les universités du Ghana et du Mali proposaient des projets conjoints pour tester d'autres espèces à plumes iridescentes. Le Burkina Faso devenait, en quelques mois, un laboratoire continental. Dans les villages, la preuve n'était pas dans les chiffres, mais dans la peau du sol. Les cultivateurs de mil racontaient qu'au matin, la poussière collait légèrement sous leurs doigts, signe que l'air portait désormais de l'eau. Les enfants s'amusaient à compter les gouttes sur les feuilles. La science s'était transformée en rituel quotidien. Ibrahim Traoré, interrogé par un journaliste sénégalais, répondit « Nous ne faisons pas de magie, nous mesurons la mémoire. » Une phrase brève, devenue devise nationale. Elle orna les manuels scolaires, les façades des lycées, les notes des chercheurs. Derrière la poésie, il y avait une rigueur. Prouver que la beauté pouvait être un paramètre scientifique. Et si 3 valeurs suffisaient à changer la trajectoire d'un désert, si la donnée devenait à la fois preuve et prière, les chiffres, cette fois, ne mentaient pas. Le Sahel respirait. Le succès apparent de l'opération Mirage du Paon ne tarda pas à diviser le monde scientifique. D'un côté, les sceptiques, climatologues européens, écologues américains, institutions multilatérales. Pour eux, la baisse de 1,7 degrés relevait d'un hasard météorologique. Aucune plume ne pouvait modifier la circulation de l'air à une telle échelle. Ce projet flatte l'imaginaire, pas les équations, écrivit un chercheur français dans Nature Climate. De l'autre, les partisans. Les laboratoires de Ouagadougou, appuyés par l'université de Bamako, accumulaient des courbes cohérentes. Les mesures d'humidité, de pression et de rayonnement concordaient. Quand plusieurs modèles convergent, la coïncidence devient méthode, affirma l'ingénieur Awa Kaboré. Pour elle, le mérite d'Ibrahim Traoré n'était pas d'avoir créé un miracle, mais d'avoir donné à l'Afrique le droit d'expérimenter sa propre science. Les opposants rétorquaient que l'initiative risquait de troubler les écosystèmes, d'attirer des prédateurs, d'introduire des agents biologiques non maîtrisés. Traoré répondit sans colère. Chaque acte de création déplace l'équilibre. La question n'est pas si, mais vers qui. Cette phrase devint virale. Elle résumait la philosophie d'un projet plus moral que technique. Au-delà de la dispute scientifique, le débat révéla une fracture géopolitique. L'Afrique pouvait-elle définir seule les critères de vérité? Les chancelleries occidentales hésitaient entre admiration et inquiétude.
Un rapport confidentiel de Bruxelles évoqua même une souveraineté écologique émergente. Sur le terrain, les paysans ne discutaient pas de modèles. Ils observaient leurs champs. Là où les oiseaux étaient non passés, le vent paraissait plus doux, le sable moins brûlant. Le changement, qu'il soit physique ou psychologique, se mesurait dans les gestes. Semer plus tôt, creuser moins profond, espérer davantage. Ainsi, le scepticisme global rencontra la foi locale. Et dans cette tension naquit la véritable équation. La science, ici, ne cherchait plus à démontrer. Elle cherchait à comprendre comment un peuple pouvait transformer son doute en méthode. Le désert s'était souvenu. C'est la phrase qu'un météorologue prononça, incrédule, en voyant s'afficher les nouvelles images satellites. Là où les oiseaux avaient disparu, une bande claire se formait, longue de plusieurs centaines de kilomètres. Elle ne montrait pas des dunes, mais une surface plus dense, légèrement plus humide. Pour la première fois, les instruments détectaient un corridor de basse pression aligné sur les anciennes trajectoires. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Plus de 9% d'humidité, plus 7 degrés au sol et un indice de réflectivité accru de 0,6 points. De simples paons ne pouvaient expliquer un tel alignement, sauf si leurs plumes, microstructurées, avaient réellement modifié la manière dont la lumière frappait le sable. Ibrahim Traoré suivit les données en silence. Aucun communiqué, aucune célébration. Seulement une phrase écrite sur un papier posé sur son bureau. Quand la couleur devient langage, la terre répond. Pour lui, ce n'était plus un projet écologique, c'était une pédagogie du monde. Les observateurs étrangers hésitaient entre admiration et crainte. Et dans les villages du Sahel, les habitants regardaient le ciel non plus comme une menace, mais comme une conversation retrouvée. Les effets ne se mesuraient plus seulement en chiffres. Ils se lisaient sur les visages. Dans les campagnes du Nord, les cultivateurs de mil remarquaient une différence subtile. La poussière s'accrochait aux doigts, le vent portait une humidité nouvelle. Les récoltes de saison, bien qu'encore fragiles, affichaient une germination supérieure de 15% par rapport à l'année précédente. Pour le monde rural, ce n'était pas une révolution, mais un souffle d'espérance. Le sol, disait-il, a retrouvé son odeur. Les paysans reprenaient confiance. Les coopératives locales, aidées par l'État, installaient de petits bassins de condensation reliés au couloir de vol des oiseaux. L'eau recueillie servait à irriguer les semis. En moins de 2 mois, plusieurs villages avaient été plantés, 100 hectares de mil expérimental. Là où les pluies étaient tombées, la densité végétale augmenta de 7%. À Ouagadougou, le ministère des Finances évoquait déjà un dividende climatique. L'importation d'équipements de pompage chuta de 12%. Les fonds libérés furent redirigés vers la recherche locale. Des jeunes ingénieurs créèrent des start-up spécialisées dans les matériaux photoniques vivants. L'image d'un Burkina Faso innovant remplaçait celle d'un pays assisté. Dans les chancelleries, l'inquiétude s'ajoutait à la curiosité. Les diplomates français parlaient de écologie souveraine. L'Union européenne dépêcha une mission d'observation. Les États-Unis, prudents, financèrent une étude intitulée « Symbolisme et stratégie dans le nationalisme écologique africain ». Et pourtant, malgré les doutes, les chiffres restaient. 1,7 de plus de 9% d'humidité, 12 minutes de pluie mesurée. Aucun modèle occidental n'avait anticipé ces valeurs. Au Mali et au Niger, les météorologues observaient le même glissement. Les vents d'Est perdaient de leur violence. Dans certaines zones frontalières, la température nocturne baissa d'1 degré complet. Les pays voisins proposèrent des coopérations techniques, transformant l'expérience en laboratoire sahélien. Au centre de ce changement, Ibrahim Traoré resta discret. Ni triomphe, ni discours. Seulement cette phrase. L'Afrique ne prouve pas, elle montre. Ces mots résonnèrent d'en haut, dans les écoles, les marchés,
les radios communautaires. Pour la population, la preuve n'était plus un graphique, mais un ciel redevenu respirable. Le désert, lentement, semblait rendre la conversation. Et peut-être que le vrai miracle n'était pas la pluie, mais le fait qu'un pays avait osé parler, au vent avec la voix de la couleur. Si les tendances observées se maintiennent, une humidité moyenne en hausse de 9% et une température au sol réduite de 1,7 degrés, le Burkina Faso pourrait transformer 2% de son territoire sahélien en zone semi-aride cultivable. Le gouvernement poursuivrait alors la phase 2 du programme, baptisée « Mémoire du sol ». Les oiseaux restants seraient plus en tête, suivis par satellite, tandis que des capteurs au sol compléteraient les données. Ce scénario, le plus réaliste, suppose un maintien logistique et une coordination régionale. Dans cette hypothèse, le modèle se répand. Le Mali, le Niger et le Tchad reprennent l'idée, adaptent les paramètres locaux et construisent une ceinture de lumière à travers le Sahel. Si cette coopération se concrétise, la température moyenne régionale pourrait baisser de 2,3 degrés d'ici un an, favorisant la reconstitution de nappes phréatiques dormantes. Les pays donateurs, d'abord sceptiques, finiraient par soutenir l'expérience au titre d'innovation climatique. Mais un autre avenir reste possible. Les migrations imprévisibles des paons pourraient déstabiliser certains écosystèmes, attirant prédateurs et parasites. La surmédiatisation du projet risquerait d'éclipser la rigueur scientifique nécessaire. Les adversaires politiques d'Ibrahim Traoré exploiteraient alors la moindre faille pour dénoncer l'écologie théâtrale. Ce scénario redoute que l'enthousiasme populaire dépasse la capacité de mesure. Entre l'espoir et la prudence, une seule constante demeure, la valeur de l'imagination comme instrument politique. Car si la couleur peut changer la température du sable, elle peut aussi changer celle du regard mondial. Le Sahel ne se contente plus d'être une marge climatique. Il devient un laboratoire du possible. Et dans cette lumière, même la science semble redécouvrir son pouvoir premier. Raconter comment la Terre se souvient. Dans les villages du Sahel, les effets de l'opération Mirage du Paon se mesuraient d'abord dans les gestes. À Séba, les femmes sortaient avant l'aube pour vérifier si le sable était humide. Parfois, quelques gouttes de rosée luisaient sur les feuilles de mil. Ce simple signe suffisait à rallumer les conversations. « La pluie revient », disait-elle. Pour la génération des aînés, cette renaissance tenait du miracle. Ils se souvenaient d'un temps où les dunes avalaient les maisons. Les maisons. Aujourd'hui, ils voyaient leurs petits-enfants planter des graines avec confiance. La pluie n'était plus une promesse abstraite, mais un souvenir réanimé. Dans les écoles, les professeurs de sciences expliquaient aux enfants que la lumière pouvait refroidir la terre. Les jeunes répétaient les mots d'Ibrahim Traoré. La beauté est une forme de survie. Ces phrases, simples et calmes, remplaçaient les anciens slogans politiques. Elles enseignaient qu'une idée pouvait nourrir, qu'un symbole pouvait irriguer. Les artistes peignaient des paons sur les murs des marchés. Les tailleurs cousaient des plumes stylisées sur les tissus. La couleur devenait signe d'appartenance. Dans les villes, les musiciens composaient des chansons dédiées au vent bleu. Les mots circulaient plus vite que les chiffres, mais servaient la même cause, maintenir la mémoire du sol vivante. Et peut-être était-ce là le plus grand succès du projet, avoir réconcilié la science avec la communauté. Ibrahim Traoré, en redonnant au peuple le droit d'observer et de comprendre, avait transformé la curiosité en énergie civique. Le désert n'était plus un ennemi, mais un partenaire de conversation. Pour consolider les effets de l'opération Mirage du Paon, le gouvernement burkinabé lança un plan en 5 volets, conçu pour durer au-delà du symbole. Un réseau de 480 stations météorologiques locales fut déployé dans le nord et l'est du pays. Chaque poste enregistre en continu température, humidité et rayonnement solaire. Les données sont agrégées toutes les 12 heures dans un centre unique à Ouagadougou. Des coopératives rurales furent créées afin d'impliquer directement les habitants.
Les éleveurs, les femmes agricultrices et les enseignants y apprennent à lire les capteurs, à noter les variations climatiques et à transmettre les informations aux universités. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un programme interuniversitaire baptisé Lumière Mémoire fut fondé. Il réunit biologistes, physiciens et ingénieurs en optique. Objectif: standardiser le modèle de biophotonique naturelle et publier ses résultats dans des revues à comité de lecture d'ici 12 mois. Le Mali, le Niger et le Tchad furent invités à tester des couloirs de vol similaires. Un calendrier de coordination semestrielle définit les zones communes d'observation afin d'étendre la ceinture climatique sahélienne. Le ministère fixa 3 seuils: maintenir un gain d'humidité supérieur à 8%, réduire la température moyenne de 1,5 degré et atteindre 70% de participation communautaire active. Ces critères seront publiés chaque trimestre pour garantir la transparence. Ainsi, la science quitte le laboratoire pour redevenir conversation entre la Terre et ceux qui l'habitent. Une méthode autant qu'une mémoire. Le soleil se couchait sur les dunes et la lumière se fragmentait en éclats bleus, bleu et or, les mêmes couleurs que les ailes des paons disparus. À ce moment précis, Ibrahim Traoré se tenait sur le seuil d'un champ humide, les mains couvertes de terre. Il ne parlait pas, il écoutait. Devant lui, la poussière s'était changée en argile, le vent en murmure. Les habitants s'étaient rassemblés sans mot d'ordre. Ils voulaient simplement voir si la promesse tenait encore. L'un d'eux, un vieil homme, leva la tête et dit « Nous ne cherchons plus la pluie, elle nous a retrouvés. » Cette phrase, reprise par les enfants, se propagea comme une onde tranquille. Les scientifiques continuaient de compter, d'analyser, de comparer. Mais dans les villages, la preuve était déjà là, posée sur la peau du sol. La science avait rejoint le mythe sans le trahir. Et le mythe, pour la première fois, avait produit des mesures. Ainsi s'achevait la boucle. La couleur, la terre et la mémoire parlaient enfin le même langage. Et dans ce silence retrouvé, le désert respirait, lentement, profondément, comme s'il se souvenait d'avoir été vivant. Au-delà de la science et de la fierté, il restait une idée, que chaque geste, si minime soit-il, pouvait devenir conversation avec la terre. Ibrahim Traoré l'avait résumé en une phrase, simple: écouter, c'est déjà réparer. Cette idée fit son chemin bien au-delà du Sahel. Dans les écoles, les enfants dessinaient des paons sur les cartes du Burkina Faso. Sur les réseaux, des étudiants d'Afrique de l'Ouest lançaient le mot dièse « Ars mémoire du sol ». Même ceux qui doutaient se surprenaient à espérer. Car l'important n'était plus de croire à un miracle, mais de se rappeler qu'un pays avait osé le tenter. Aujourd'hui, les vents du Sahel portent encore ces reflets changeants. Ils rappellent que la beauté peut être méthode, que la mesure peut être prière. Et si le désert peut se souvenir, alors peut-être le monde aussi. Alors dites-moi, si une plume peut changer la lumière, qu'est-ce que chacun de nous peut encore faire pour que la terre respire ?